Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, voilà, je fais partie de l'équipe sécurité au sein de l'Agence du numérique en santé. Et donc, mon rôle principal, c'est de travailler sur la PGSSIS, hein, donc la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé. Donc, c'est-à-dire en fait tous les référentiels et guides de bonne pratique en sécurité des systèmes d'information qui concernent donc l'écosystème de la santé. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler des référentiels d'identification électronique donc qui s'inscrivent dans cette PGSSIS. Peut-être un petit rappel sur les missions de l'Agence du numérique en santé avant de commencer. Je te laisse la main, Pas de Elodie. souci. Donc à l'ANS, on a 3 missions comme vous voyez à l'écran, donc créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé, permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations numériques et enfin d'assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Donc aujourd'hui, donc pour le webinaire qui nous concerne aujourd'hui, ça va se dérouler en plusieurs étapes. D'abord, je vais faire un petit rappel sur le contexte d'élaboration des référentiels. Alors pour ceux qui étaient présents sur les deux premiers webinaires qui se sont déroulés cette semaine et qui traitaient des volets acteurs de santé, voilà, ça va être un peu du Reddit. Enfin, j'avais déjà présenté un petit peu tout ça sur les webinaires précédents. Mais je pense que c'est important pour ceux qui n'étaient pas là de bien comprendre le contexte d'élaboration, également les évolutions que ça va représenter pour la PGSSI, la PGSSIS, ces nouveaux documents. Ensuite, je vous donnerai quelques concepts sur l'identification électronique, donc juste quelques petites définitions pour bien comprendre les concepts et ce que je vais expliquer après. Et puis enfin, je donnerai ce qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui, hein, à savoir les exigences qui sont indiquées dans le référentiel d'identification électronique concernant les usagers, donc les usagers ou patients. Alors tout d'abord, un petit rappel du contexte d'élaboration des référentiels. Donc on est parti de plusieurs constats aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les accès sont trop peu sécurisés sur de nombreux services numériques en santé. On a notamment, donc ce sont des exemples ici, hein, il y a beaucoup de cas qu'on pourrait évoquer, mais par exemple, il y a des sites de rendez-vous en ligne sur lesquels on peut utiliser un simple login mot de passe. On peut accéder également à des résultats de biologie avec juste un lien et en entrant sa date de naissance. Donc voilà, étant donné qu'il s'agit bien souvent de données de santé à caractère personnel, voilà, on estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant voilà, pour sécuriser les données des patients. Un deuxième constat, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité des méthodes d'authentification aujourd'hui. En effet, celles-ci varient beaucoup d'un service à un autre, même sur un service identique, par exemple, ce qui peut être un peu gênant pour le patient, puisque finalement, selon le service qu'il va utiliser, il ne va pas avoir un niveau de sécurité équivalent pour les données, pour ces données de santé à caractère personnel. Donc voilà, ça peut être un souci également. Et enfin, un troisième point, un troisième constat, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux professionnels sont exclus de l'accès à certains services numériques en l'absence des moyens d'identification électronique adéquats. Donc, c'est le cas, par exemple, de professionnels qui interviennent en santé et qui ne peuvent pas consulter le dossier médical partagé, par exemple. Voilà, donc partie de ces constats, la doctrine technique du numérique en santé a été refondue sur la partie identification électronique. Alors, quels sont les objectifs de cette refonte? D'abord, c'est d'assurer aux citoyens un niveau de garantie minimal dans l'accès à leurs données de santé.
quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent et le service numérique qu'ils utilisent, et faire monter globalement l'écosystème en maturité. Un deuxième objectif, c'est de faciliter pour les usagers l'accès aux services numériques en santé et la navigation entre ces services numériques. Le troisième point, c'est l'objectif, c'est d'essayer de décharger les fournisseurs de services, donc les fournisseurs qui proposent des services numériques en santé, de l'identification électronique, puisque quelque part, c'est pas leur métier, et donc de confier cette tâche à un nombre réduit de fournisseurs d'identité dont c'est le métier et qui vont assurer principalement cette fonction, et donc délivrer et maintenir des moyens d'identification électronique, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent de s'authentifier. Et enfin, le quatrième objectif, c'est aussi de promouvoir les répertoires de référence pour le secteur de la santé dans l'identification des acteurs. Et donc, ces répertoires de référence sont notamment le RPPS pour les professionnels de santé, le FINES pour les professionnels de santé personnes morales, c'est-à-dire les structures de santé. Et enfin, donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le volet patient ou usager, l'INS, qui constitue un répertoire de référence pour les patients. Voilà, et donc on considère que ces répertoires sont un pilier de l'interopérabilité. Alors, l'environnement réglementaire de ces référentiels d'identification électronique, c'est tout d'abord le règlement européen IDAS. Donc, c'est une réglementation européenne qui définit 3 niveaux de garantie principaux pour l'identification électronique. Donc, 3 niveaux. Donc, le premier étant au niveau faible, le deuxième substantiel, donc qui vise à réduire substantiellement le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Et le troisième élevé, qui empêche l'utilisation abusive ou l'altération de l'identité. On va venir un petit peu plus loin sur ces concepts qui sont un peu abstraits pour présenter un petit peu où est-ce qu'on va se positionner par rapport à cette réglementation. Alors le deuxième point concernant l'environnement réglementaire, donc ce sont les articles 1470-1 à 1470-5 du Code de la santé publique, qui vont constituer un cadre pour ces référentiels d'identification électronique. Ils sont issus de l'ordonnance correspondante donc, du 12 mai 2021. Et en vertu de ces articles, les référentiels d'identification électronique de la PGSSIS doivent être rendus opposables par arrêté. Donc ça, c'est un point important, j'insiste dessus. Aujourd'hui, on a des référentiels, un référentiel d'identification et d'authentification. Ces référentiels n'ont pas été rendus opposables par arrêté, bien qu'ils fassent tout de même partie de la PGSSI. Là, les documents dont on parle aujourd'hui, ils vont être rendus opposables par arrêté. Donc voilà, ils vont s'imposer à l'ensemble de l'écosystème santé. Maintenant, si on regarde l'évolution par rapport au cadre existant, donc par rapport au référentiel d'identification et d'authentification qui existe aujourd'hui, alors il y a d'abord une clarification des notions et des concepts qui vont s'aligner sur le règlement IDAS que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait d'un référentiel d'identification et un référentiel d'authentification. Donc, IDAS parle d'identification électronique, c'est-à-dire que ça réunit en fait tout le processus, toute la chaîne de l'identification et de l'authentification, donc à savoir tout d'abord le processus d'enrôlement. Tout d'abord le processus d'enrôlement des utilisateurs, donc c'est-à-dire la façon dont les utilisateurs vont s'enregistrer. Ensuite, la délivrance et le maintien des moyens d'identification électronique. Donc, comment ces dispositifs d'authentification vont être distribués,
leur renouvellement, la révocation de ces moyens d'identification électronique lorsque c'est nécessaire. Donc voilà, tout ça constitue une chaîne voilà, qui DAS nomme identification électronique et qu'on a choisi voilà, on a choisi d'utiliser la même terminologie pour s'aligner sur cette réglementation européenne. Donc, par exemple, si je prends un exemple, pourquoi tous les éléments de cette chaîne sont importants, parce que c'est un exemple que j'ai repris aussi sur les précédents webinaires. Par exemple, quand on prend une carte à puce, voilà, c'est un moyen qui aujourd'hui est considéré comme un moyen d'identification électronique qui est considéré comme sûr, qui est utilisé notamment dans le monde bancaire de façon massive. Donc voilà, c'est un moyen d'identifier. Le dispositif d'authentification lui-même donne un certain nombre de garanties de sécurité. En revanche, si en amont, l'enregistrement des utilisateurs qui vont faire usage de cette carte à puce a été fait sans vraiment contrôler de façon fiable l'identité de ces personnes, et ben cette carte à puce, elle va plus du tout avoir la même valeur que si ce contrôle avait été fait correctement. Voilà, parce derrière, on ne sera pas sûr que la personne qui utilise cette carte à puce est bien celle qu'elle prétend être. Donc voilà, toutes les étapes de cette chaîne sont importantes. Et donc, un deuxième point qui est important sur cette refonte, c'est que on a restructuré les documents en 3 chapitres sur l'identification électronique. Donc, un chapitre qu'on va évoquer aujourd'hui, qui concerne les usagers. Donc, quand on parle d'usagers, on parle voilà, des patients, tout simplement, hein, des personnes, des citoyens, des aidants. Voilà, les patients peuvent avoir dans certains cas un tuteur, une tutrice légale. Donc voilà, ce sont toutes ces personnes qui sont amenées à accéder à des services numériques en santé. Donc ça, c'est un chapitre qui est nouveau en fait. Aujourd'hui, dans les référentiels d'identification et d'authentification de la PGSSI, on ne traite que le cas des acteurs de santé. Donc voilà, donc ça c'est un nouveau chapitre. Et voilà, on a estimé qu'il était important de donner des directives concernant l'authentification de ces usagers, sachant qu'il y a de plus en plus de services numériques en santé qui sont, voilà, qui sont accessibles en ligne et qui donnent accès à un certain nombre de données de santé à caractère personnel donc de ces patients. Ensuite, 2 autres volets que j'ai présentés sur les précédents webinaires. Donc, un premier qui concerne les acteurs de santé en tant que personnes physiques, donc c'est-à-dire les médecins, les secrétaires médicales, toutes les professions qui interviennent dans l'écosystème santé et dont voilà, la plupart sont en train d'être, pour celles qui n'y étaient pas encore, sont en train d'être ajoutées au RPPS, au répertoire partagé des professionnels de santé, qui prend le nom de RPPS+. Ensuite, on a un troisième volet qui concerne cette fois les acteurs de santé en tant que personnes morales, c'est-à-dire en fait les structures de santé, les établissements, ça peut être les CPTS, les EHPAD, tous les cabinets, bref, toutes les structures juridiques qui sont des personnes morales. Ensuite, il y a un point important aussi, c'est qu'il y a une distinction nette entre ce qu'on va appeler le contrôle d'accès, c'est-à-dire comment un service numérique va donner l'accès à telle ou telle information à une personne qui se connecte. Donc ce contrôle d'accès, il est bien différencié de la partie identification électronique dans les référentiels. C'est-à-dire que nous, on se concentre sur l'identification électronique dans les documents. Donc c'est-à-dire, pour parler clairement, on se concentre sur quelle est la personne au bout du fil pour le service numérique. Donc c'est cette information-là qu'on va avoir lors de l'identification électronique. Ensuite, le service numérique est libre de faire son contrôle d'accès, donc sur la base simplement de cette identité électronique qu'il a reçue, mais il peut également aller chercher des informations, donc soit requêter le répertoire d'identité
concerné pour avoir plus d'informations sur la personne qui se connecte et baser son accès sur ces informations. Il peut également se baser sur d'autres sources d'informations libres à lui. L'identification électronique, elle concerne juste le contrôle de l'identité de la personne en tant qu'usager ou professionnel de santé ou professionnel de santé personne morale. Voilà, je vais expliquer un petit peu plus en détail après dans un schéma comment ça se matérialise. Donc l'impact sur la PGSSIS, donc vous voyez aujourd'hui on a la PGSSIS est découpée en deux morceaux. Donc on a d'un côté les référentiels qui sont des exigences en fait avec un objectif d'opposabilité qui doivent être respectés par l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et d'un autre côté, des guides qui sont des guides de bonne pratique sur la sécurité des systèmes d'information, qui peuvent concerner des sujets très techniques de la sécurité des systèmes d'information et bien spécifiques, ou des sujets plutôt organisationnels, de support. Donc voilà, donc ces guides, ils sont là pour accompagner les acteurs de santé, mais ils n'ont pas le caractère d'exigence, ils ne sont pas amenés à être rendus opposables. Ils sont là pour aider. Donc, nous, aujourd'hui, les documents dont on parle, donc, ce sont des référentiels donc, qui vont remplacer les référentiels existants qu'on peut voir aujourd'hui sur la gauche de l'écran, donc qui sont les référentiels d'identification et d'authentification des acteurs de santé, ainsi qu'un troisième document qui liste en fait les autorités de certification éligibles pour faire de l'authentification publique dans le secteur de la santé. Voilà, donc ces trois documents-là vont être remplacés par les trois volets que j'ai évoqués, donc des référentiels d'identification électronique pour les acteurs de santé personnes physiques, acteurs de santé personnes morales, et le nouveau volet qui concerne l'identification électronique des usagers et sur lequel on va venir plus en détail. Alors, quelques concepts pour bien comprendre ce dont on parle aujourd'hui. Alors, il y a tout d'abord, il faut bien différencier identification et authentification. Donc, s'identifier, ça veut dire communiquer un identifiant qui nous a été attribué. Par exemple, quand je m'inscris à un service tel qu'une bibliothèque, on me donne un identifiant pour m'enregistrer. Maintenant, cet identifiant, en lui-même, il ne suffit pas à prouver mon identité. Il va juste m'identifier au sein d'un répertoire d'identité, dans l'exemple que j'ai pris, des personnes qui sont inscrites à cette bibliothèque. S'authentifier, en revanche, c'est apporter la preuve que l'on est bien la personne qui s'est vue attribuer l'identifiant. Et donc c'est deux choses bien distinctes. Ensuite, un fournisseur d'identité. Donc, le fournisseur d'identité, c'est l'entité qui est en charge d'enregistrer la personne, c'est-à-dire de lui donner son identifiant, mais aussi de lui fournir un moyen d'identification électronique qui va lui permettre d'assurer son authentification auprès d'un service numérique en santé. Le fournisseur de service, c'est l'entité qui est responsable de la mise en œuvre du service numérique en santé. Et donc, ce fournisseur de service, il va assurer l'identification et l'authentification de ses utilisateurs en s'appuyant sur le fournisseur d'identité qui aura délivré donc, les moyens d'identification électronique nécessaires. Ensuite, une notion qui est importante aussi, c'est celle de répertoire d'identité. Donc, on parle parfois de référentiel d'identité. Moi, je préfère parler de répertoire d'identité pour pas qu'il y ait de confusion avec le référentiel en tant que documentation qu'on présente aujourd'hui. Donc, un répertoire d'identité, c'est en fait un annuaire de personnes physiques ou morales qui intègre les données d'identité de ces personnes. Donc, à la fois leur identifiant et un certain nombre d'attributs qui concernent ces personnes. Ça peut être leur nom, leur adresse postale, ce type d'informations. Et donc ces répertoires d'identité, ils peuvent être de deux types principaux.
On a des répertoires sectoriels de référence, c'est-à-dire un répertoire d'identité qui porte sur un secteur d'activité particulier. Donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le cas de la santé, les répertoires sectoriels de référence sont le RPPS pour les personnes, les acteurs de santé, personnes physiques, et le FINES pour les structures de santé, donc, en tant que personne morale. Et dans le cas des patients, le répertoire sectoriel de référence, c'est le RNIPP, donc l'INS, pour l'identifiant INS. Ensuite, on a un certain nombre de répertoires d'identité privés, donc qui sont tous les autres répertoires d'identité qui peuvent être utilisés à un échelon local. Par exemple, au sein d'un établissement de santé, on peut avoir un certain nombre de personnes qui sont répertoriées dans un répertoire de type Active Directory. Et donc, ce répertoire d'identité, ça va permettre d'identifier toutes les personnes qui vont avoir accès au réseau local. Voilà, pour ces quelques définitions. Maintenant, si on en vient au processus d'identification électronique pour l'usager, donc voilà comment ça va se passer. Donc tout d'abord, l'usager il va s'enregistrer auprès d'un fournisseur d'identité qui va donc ce fournisseur d'identité va lui créer une identité électronique, donc un identifiant tout simplement. Il va lui délivrer un moyen d'identification électronique. Et donc, avec ce moyen d'identification électronique, l'usager va pouvoir s'identifier auprès du fournisseur de services, donc d'un service numérique de santé qui est accessible, par exemple, en ligne. Donc, il va par l'intermédiaire d'une interface du fournisseur d'identité, s'authentifier. Et donc, le fournisseur de service, une fois qu'il a identifié la personne qui se connecte, donc si cette identité est déjà associée au numéro INS du patient, il va pouvoir l'utiliser directement. Ou il va pouvoir, si c'est une identité qui provient d'une source qui n'a pas fait le lien avec le numéro INS, et il va pouvoir simplement interroger le téléservice INSI afin d'obtenir la vérification et le lien avec l'identité INS du patient. Donc, il y a également la possibilité pour l'usager de recourir à un fédérateur de fournisseurs d'identité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fédérateur de fournisseurs d'identité? Eh bien, c'est une entité qui va assurer, qui va permettre aux patients de passer par un fournisseur d'identité. Enfin, cette entité va le rediriger vers un fournisseur d'identité qui va auprès duquel le patient va pouvoir s'authentifier pour obtenir l'accès à un service numérique. Donc concrètement, comment ça va se passer? Si je prends l'exemple de France Connect, qui est aujourd'hui un fédérateur de fournisseurs d'identité qui est le plus connu. Donc le patient, l'usager va pouvoir, quand il va accéder au service numérique, le service numérique qu'il souhaite, le service numérique va le rediriger par exemple vers France Connect. Et donc sur France Connect, le patient va pouvoir choisir par quel biais il souhaite s'authentifier, par quel fournisseur d'identité. Et donc le France Connect va le rediriger vers le site du fournisseur d'identité en question. Et après s'être authentifié sur ce site, eh bien, l'usager va obtenir l'accès au service numérique qu'il souhaitait utiliser. Donc l'avantage pour le patient, eh bien, c'est qu'il a différents moyens parmi lesquels il peut choisir pour s'authentifier. Qui sont tous ceux qui sont proposés par France Connect. L'avantage pour le fournisseur de services, c'est qu'il n'a plus à se soucier en fait de l'identification électronique de la personne,
puisqu'il va s'appuyer en fait sur France Connect pour effectuer cette identification électronique. Voilà, et enfin, donc, lorsqu'il a obtenu l'identification électronique, le fournisseur de service va pouvoir, de la même façon qu'on l'a vu sur la slide précédente, interroger, s'il le souhaite, le service INSI, parce que voilà, France Connect va fournir l'identification de la personne en tant que citoyen, mais cette identification ne va pas être attachée à la personne en tant que patient, donc à l'INS. Et donc là, le fournisseur de service va pouvoir interroger le téléservice INSI sur la base de l'identité électronique qu'il aura obtenue du patient pour obtenir l'INSI de ce patient, pour obtenir l'identifiant INS de ce patient. Donc si on regarde maintenant les exigences qui sont formulées dans le référentiel d'identification électronique concernant les usagers. Alors, le périmètre du référentiel, ce sont tous les services numériques en santé accessibles aux usagers et qui traitent des données à caractère personnel au sens du RGPD, de la réglementation générale sur la protection des données. Donc voilà, donc dès qu'il y a des données de santé à caractère personnel et qu'on est sur des services numériques qui sont accessibles aux usagers, toutes les exigences qui font partie du référentiel s'appliquent. C'est-à-dire sur la plupart en fait, des services numériques en santé. Alors, quel identifiant faut-il utiliser? Donc, c'est bien sûr l'INS qui est l'identifiant à utiliser. Donc, conformément à l'article du Code de la santé publique 1111-8-1 qui consacre voilà, le numéro d'inscription au RNIPP, le NIR, comme identifiant national de santé. Donc c'est celui qu'il faut utiliser. Et pour les personnes en attente d'immatriculation, eh bien, ça va être le NIA, donc le numéro identifiant d'attente. Voilà, donc toujours utiliser, toujours faire le lien avec l'INS pour suivre la réglementation dans ce domaine. Et voilà, ce référencement des données de santé avec l'identité INS est obligatoire, voilà, pour tous les acteurs de santé, ainsi que le respect des mesures d'identité-vigilance. Voilà, et enfin, donc cette identité INS est accessible pour les acteurs de santé via le téléservice INSI qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est opéré par l'assurance maladie, ainsi qu'au travers de l'application Carte Vitale, qui est aujourd'hui au stade d'expérimentation, mais qui va bientôt être disponible. Et on pourra aussi, donc, sans avoir à interroger le service INSI, identifier voilà, le numéro INS du patient via cette application. Alors, les moyens d'identification électronique qui sont autorisés. Donc, voilà, aujourd'hui, donc, la cible générale qui est donnée donc, à la fois pour les acteurs de santé et les patients, c'est la cible IDAS substantielle. Donc, en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, IDAS a 3 niveaux, faible, substantiel, élevé. Aujourd'hui, le niveau élevé, il est quasiment impossible à atteindre. Il faut passer par des tiers et c'est très contraignant, à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue technique, d'implémentation. Et le niveau faible, il est relativement bas, puisqu'en fait, c'est un simple login mot de passe correspond à un niveau faible. Donc, nous, ce qu'on cible, c'est le niveau IDAS substantiel, qui reste toutefois aujourd'hui difficile à atteindre pour la simple raison en fait, que l'offre en moyen d'identification électronique du niveau IDAS substantiel en France reste très limitée aujourd'hui. En fait, actuellement, à l'heure où je parle, il n'y a que l'identité électronique qui est proposée par la Poste qui atteint ce niveau substantiel.
Après, donc, il y a d'autres fournisseurs d'identité qui travaillent pour mettre à disposition de nouvelles offres, des offres complémentaires. Mais voilà, aujourd'hui, ça reste très limité. Donc, c'est ce qu'on cible à l'avenir, mais pour l'instant, ça reste difficilement utilisable. Mais voilà, on le présente tout de même dans le référentiel pour que voilà, chacun puisse faire sa feuille de route. Ensuite, donc, le moyen qui est amené à devenir le moyen privilégié d'identification électronique pour les patients, c'est bien sûr l'application carte vitale, qui correspond en fait à la carte vitale qui est dématérialisée en fait. Donc aujourd'hui, comme j'expliquais, cette application, elle est en expérimentation, mais à terme, il est prévu qu'elle atteigne un niveau substantiel. Donc, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est en 2022. Mais ça se fera dans tous les cas, a priori, entre 2022 et 2026. Et donc, ça deviendra le moyen d'identification électronique vraiment utilisé de façon privilégiée. Et donc, aujourd'hui, voilà, comme ces moyens-là ne sont pas encore tout à fait disponibles, enfin, pour les moyens d'identification électronique IDAS substantielle, il y a quand même l'identité électronique de la Poste, mais ça reste limité. Donc, ce qui est possible maintenant, jusqu'en 2026, c'est de mettre en œuvre un moyen d'identification électronique de niveau IDAS faible, mais auquel on a ajouté un certain nombre d'exigences complémentaires qui permettent d'atteindre un niveau de sécurité qu'on estime satisfaisant aujourd'hui pour identifier électroniquement des patients sur des services numériques en santé. Et donc ça, il va falloir le mettre en œuvre très rapidement, sachant que les autres moyens d'identification électronique ne vont plus être autorisés à partir du 1er janvier 2022. Donc cette date, elle peut paraître très proche, je le conçois, hein. Donc, on était parti sur une date un peu plus lointaine. Maintenant, la CNIL nous a demandé d'avancer cette date au 1er janvier 2022 parce qu'elle estime que, comme on est sur des données de santé à caractère personnel, donc des données très sensibles, il est important de mettre en œuvre une protection adéquate. Et donc voilà, c'est à minima des moyens d'identification électronique de niveau faible renforcés. Je vais expliquer un petit peu les mesures après qu'il faudra mettre en œuvre. Donc, alors j'ai parlé des moyens d'identification électronique de niveau IDAS substantiel ou élevé. Donc c'est ce que j'expliquais. Donc c'est ce qu'on peut obtenir en utilisant par exemple France Connect Plus et en utilisant l'identité aujourd'hui de la Poste. Mais d'autres offres vont faire leur apparition. Donc dans ces cas-là, le service numérique qui va recevoir cette identité, comme je l'expliquais tout à l'heure, il est nécessaire qu'il établisse le lien avec l'identité INS de l'usager. Et donc ça, il peut le faire en requêtant soit le téléservice INSI, qui est aujourd'hui disponible et qui est opéré par l'assurance maladie, soit en utilisant, c'est pas encore disponible aujourd'hui, mais l'application Carte Vitale, qui permettra d'avoir ce lien automatiquement, enfin dès l'identification électronique. C'est là l'avantage de cette solution. Et donc ce lien, donc, il pourra être conservé une fois à la première authentification du patient. On pourra conserver on sera pas obligé, le service numérique ne sera pas obligé d'interroger systématiquement à chaque authentification le téléservice INSI, mais il faudra quand même qu'il vérifie régulièrement que cette identité, cet identifiant n'a pas évolué. Et alors, donc, pour les moyens d'identification électronique de niveau IDAS faible renforcé, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, donc les mesures, donc la principale mesure, c'est de mettre en œuvre
une authentification à deux facteurs. Donc, une authentification à deux facteurs, ça veut dire une authentification qui met en œuvre une information, par exemple, que l'on connaît, par exemple un mot de passe, un moyen que l'on possède, donc ça peut être un moyen matériel, tel qu'une carte à puce, par exemple, je donne un exemple, ou un moyen qui se rapporte à du biométrique, quelque chose que l'on est, et donc il faut parmi ces facteurs qu'il y ait au moins deux facteurs. Par exemple, lors d'une authentification avec une carte CPS, vous avez une carte à puce, donc quelque chose que vous possédez, c'est un facteur, et vous avez le PIN de cette carte à puce, qui est une information que vous connaissez, c'est le deuxième facteur. C'est ce qui vous permet d'avoir une authentification dite forte, donc qui va être plus difficile. Il va être plus difficile d'usurper votre identité avec un moyen d'identification électronique de ce type. Donc, c'est ce qui est requis ici donc dans le cadre de ce type de moyen d'identification électronique. La vérification, il faut assurer la vérification de l'identité aussi lors de l'enrôlement. C'est important. Donc, il y a quelques mesures qui sont données dans le référentiel d'identification électronique à ce sujet pour bien vérifier que l'on a la bonne personne en face de soi et donc s'assurer qu'il n'y a pas de soucis d'identito-vigilance. Et donc ensuite, il y a la restriction de l'accès au compte en cas de tentative répétée. Donc ça, c'est le cas si par exemple, vous mettez en œuvre un moyen d'identification électronique qui inclut un mot de passe. Donc il faut que l'interface qui permette de saisir le mot de passe, elle bloque l'accès au bout d'un certain nombre de requêtes pour éviter que l'on puisse générer des requêtes à l'infini jusqu'à trouver votre mot de passe. Donc, soit elle verrouille l'interface, soit elle met en œuvre une temporisation qui fait que vous ne pouvez faire un nombre de tentatives que limité par jour, par exemple. Et on peut aussi utiliser comme restriction un CAPTCHA qui permet de s'assurer que derrière, on n'a pas des requêtes qui sont générées de façon automatique par un outil qui serait un outil malveillant. Et donc, autre mesure importante, c'est bien sûr l'utilisation d'un mot de passe robuste. Et donc là, on donne quelques règles à appliquer qui sont celles qui sont notamment recommandées par la CNIL. Donc ça, c'est les principales mesures. Voilà, c'est pas exhaustif ce que je vous donne là, il y en a d'autres. Mais bon, ce sont les principales et les plus contraignantes, je pense, que je vous présente ici. Après, il faut consulter les documents pour voir l'ensemble des mesures qui sont indiquées. Voilà, et donc j'ai remis ici la feuille de route pour bien avoir en tête donc, les moyens qui n'utilisent pas du double facteur, notamment pour l'authentification. Ils sont amenés à disparaître à partir du 1er janvier 2022. Il faut passer donc soit à un moyen d'identification électronique de niveau faible renforcé, avec les mesures que je viens d'énoncer juste avant, ou à un moyen d'identification électronique IDAS de niveau substantiel, ou à l'application carte vitale dès qu'elle sera disponible. Et c'est plutôt le moyen qui est recommandé et que je vous recommande de mettre en œuvre dès sa mise à disposition, puisqu'il intègre par nature aussi le numéro INS du patient, enfin, le lien avec le numéro INS, et qu'il est amené à devenir de niveau substantiel IDAS. Voilà pour cette présentation. Donc, vous pouvez retrouver le référentiel d'identification électronique des usagers sur l'espace de concertation. J'ai mis le lien ici, vous allez le retrouver dans la présentation qui va être ajoutée sur la page où vous êtes inscrit au webinaire. Et vous pouvez retrouver, donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques par rapport à ce référentiel ou des points que vous souhaitez
mettre en avant. N'hésitez pas à participer sur cette plateforme et à donner votre avis. Également, il y a 2 autres webinaires qui ont été présentés cette semaine, donc qui concernent les acteurs de santé personnes physiques et les acteurs de santé personnes morales. Si vous souhaitez, si vous intéressez à ces parties-là aussi, vous pouvez retrouver ces webinaires en replay. J'ai mis les liens aussi sur la présentation, mais vous pouvez voilà, les retrouver facilement en allant sur e-santé et en cherchant dans les webinaires de l'ANS, ceux qui traitent de ce sujet. Voilà, ces référentiels, aujourd'hui, ils sont pas figés, hein. Il y a bien une concertation publique pour s'assurer que sur le terrain, ce qu'on propose est bien applicable. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, à les faire via cette concertation publique. Voilà, merci.